essayé, mais les Togolais s'attendaient aussi quand même à ce qu'ils fassent mieux. Bon, ceci faisant, c'est pas la faute hein, de ces sportifs parce que il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions pour que ceux qui nous représentent à ces jeux-là nous défendent valablement et portent haut le flambeau du Togo. Mais je veux faire observer que notre équipe ne nous a pas rapporté les victoires qu'on espérait, mais au moins on voit que ce n'est pas facile. Ailleurs aussi, il y a des compatriotes qui jouent pour le compte de la France, par exemple, et qui nous honorent. Et je ne sais pas si ça vous a échappé dans cette équipe-là de judo où notre compatriote Clarisse Agbenienou a excellé. Il ne vous a pas échappé que c'était une équipe de Noirs africains, donc de Français d'origine africaine. Et il y a de quoi en être fier. Bien, merci. Revenons un peu à nos émissions, puisque je disais tantôt que les 3 dernières n'ont pas pu être réalisées en direct, et surtout dimanche passé, faute d'invités. Et les invités, ce qu'ils prétestent de plus en plus, c'est qu'ils ont tout dit. Est-ce que vous pensez que dans un processus comme celui du Togo, dans lequel certains sont sans doute porteurs d'un certain nombre d'idéaux ou d'ambitions, est-ce qu'on peut avoir tout dit? Je comprends le sentiment de ceux qui pensent qu'ils ont tout dit. Et je vous avoue que moi-même, j'ai été tenté de décliner votre invitation, mais je me suis dit non. Dans ce contexte-là, où avec tout ce que vous subissez dans les médias, et surtout dans les médias privés, qui vous battez pour que notre pays change, il faut vous encourager. Il faut accepter de poser ce geste-là parce que vous avez besoin d'être soutenu. Et je me suis dit ensuite, oui, peut-être qu'on ne dira rien de nouveau, mais la répétition est pédagogique à force de dénoncer, à force de demander tout le temps les mêmes disons, de dire tout le temps que nous avons besoin, notre pays a besoin de changement, eh bien, les oreilles finiront peut-être par s'ouvrir et les Togolais seront de plus en plus persuadés et renforcés dans l'idée que nous devons aller vers ces changements-là que nous désirons ardemment et finiront par trouver la force nécessaire pour l'accomplir. Parce que on est arrivé à un point où s'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que c'est le peuple qui va se sauver lui-même. Et un peuple qui veut le changement, il n'y a rien qui puisse l'en empêcher. Et donc, il ne faut pas se lasser de parler, de répéter les mêmes choses. Est-ce que c'est un peu pour rester fidèle à ce que vous avez dit tantôt, quand je fais allusion à votre présence à l'Assemblée nationale, vous avez dit qu'il ne faudrait pas laisser ou occuper tout espace qui vous permettra de vous exprimer. Est-ce que c'est que vous restez fidèle à votre logique? Absolument, absolument. Il y a ça aussi. Il ne faut pas se lasser d'exprimer ses convictions, de dire ce qu'on croit bon pour son pays. Et ça fait partie aussi du combat. Ça fait partie du combat, c'est important pour les politiques que nous sommes, de saisir tout espace pour s'exprimer. C'est vrai que les politiques font des calculs et il paraît aussi que quand on parle trop souvent, on finit par se banaliser ou banaliser sa parole.
je pense que le combat est tellement exigeant et pressant au Togo que faut pas faire ces calculs-là. Quand on fait un peu le rapport avec les médias occidentaux, on écoute les mêmes personnes, des fois, plusieurs fois sur plusieurs médias, chaque semaine. Comment ils font? Puisqu'on sait que dans tout processus démocratique, tout tourne autour des idées. Puisque là, ils ne se lassent pas visiblement. Oui, ils ont raison de ne pas se lasser de dire ce qu'ils pensent, et ils le disent de diverses manières, tout en sachant que les audiences ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des publics cibles, hein, fidèles à chaque média, et c'est très utile pour les politiques que nous sommes de passer de média en média. Et je pense que c'est plus facile pour eux parce que les choses évoluent. Vous n'abordez pas tout le temps les mêmes points. Ce qui se passe chez nous, ce qui est pénible chez nous, c'est que vous avez l'impression que vous prêchez dans le désert. C'est le statu quo. Figurez-vous qu'en venant, je me disais, mais la dernière fois que je suis passé chez vous, est-ce qu'on n'a pas parlé, par exemple, des problèmes d'insécurité ou en tout cas, si ce n'est pas chez vous, c'est récemment chez un de vos confrères où il y a eu l'avant-dernière attaque. Mais on se dit, comment ça se fait que nous prêchons, on a l'impression qu'on prêche dans le désert, et que en face, ceux qui doivent manifester la volonté politique de conduire ce pays vers des lendemains meilleurs, mais ils restent sourds. Ils vous disent, causez toujours, ça nous intéresse. En tout cas, mais la question est de savoir jusqu'à quand. En tout cas, vous, par exemple, oui, cette attitude ne vous décourage pas, vous? Ça ne me décourage pas, parce que, attendez, c'est le minimum que je puisse faire. Et tout commence par là. Hein, il y a eu d'abord le verbe, et le verbe s'est fait cher. Et donc, le verbe, il ne faut pas le négliger. Il se fera nécessairement cher. Bien, nous allons rester dans les médias, puisque l'actualité des médias, cette actualité a connu une certaine évolution. Certains parlent de régression. Cela dépend de l'endroit où chacun se pose. Avec ce qui s'est passé autour de Radio Victoire et la suspension de notre confrère Joachim Agbeti, et puis la suspension de son émission au Actu, 3 mois et par la hack. Et comment réagissez-vous à ces suspensions? Très mal. Très, très mal, avec beaucoup de tristesse et de révolte. Beaucoup de tristesse et de révolte parce que je me dis, ça confirme le recul des valeurs démocratiques au Togo pour lesquelles nous nous sommes battus il y a plusieurs décennies. Et c'est vrai que c'est une conquête de tous les jours, la liberté d'information, la liberté de presse. Mais au Togo, on a l'impression que on fait un pas en avant et 10 pas en arrière. Et ce qui s'est passé montre que nous sommes loin d'être une démocratie, que la liberté d'information et de presse n'existe pas en réalité. Sinon, tout citoyen togolais, de l'intérieur comme de la diaspora, a le droit d'aller sur un média et d'exprimer sa position. Et c'est d'autant plus révoltant que l'institution qui est intervenue dans ce cas-là est une institution qui est justement censée promouvoir la liberté d'information, la liberté de presse. Mais
qui posent des actes qui ont tendance à tuer cette liberté d'information et de presse. C'est d'autant plus révoltant que cette institution elle-même n'est pas légitime. Il n'y a aucune légitimité. Mais pourquoi ça? Puisque vous avez des membres dont le mandat a expiré depuis longtemps, qui sont là, qui sont peut-être habilités à gérer les affaires courantes, mais pas à prendre des décisions aussi graves. Ce n'est même pas normal. Ce n'est pas normal que leur mandat ne soit pas renouvelé. On a commencé, il me semble, il y a un peu plus de 6 mois, à renouveler la HAC. Il y a eu des gens qui ont déjà été désignés. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y a cette situation à la fin de l'année dernière. Il y a eu de nouveaux membres qui ont été élus à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous comprenez justement cette situation? Parce que beaucoup se posent la question, qu'est-ce qui bloque? Quel est le problème? Est-ce que vous savez quelque chose? Non, ce qui bloque, à mon avis, c'est qu'on cherche comment continuer à contrôler cette institution-là pour continuer à l'instrumentaliser, comme on le fait pour toutes les institutions au Togo. Vous savez, et c'est des choses que nous avons déjà dites et qu'il ne faut pas se lasser de répéter, justement, nos institutions ne fonctionnent pas comme des institutions républicaines. Aucune institution. Je défie quiconque pourrait me dire « Ah non, vous n'avez pas raison, telle institution a eu un comportement, a pris des décisions responsables que une institution républicaine devrait prendre. » C'est ça, et ça va de mal en pis. C'est une stratégie qu'on utilise depuis longtemps déjà, et on constate que ça marche. On s'est servi des institutions pour bloquer la marche vers la démocratie et nous faire reculer. De quelle institution vous pourriez parler aujourd'hui en disant elle a posé un acte qui va dans le sens de la démocratie et dans l'intérêt des populations? Mais ce que vous dites... Même la Cour constitutionnelle, récemment, lorsque on a poursuivi ce coup de force constitutionnel-là en arrimant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dont les membres ont été élus sous la constitution de la 4e République, on a arrimé le règlement intérieur de cette Assemblée nationale à la constitution de la 5e République. Eh bien, nous avons pensé que la Cour constitutionnelle prendrait ses responsabilités en disant non, ce règlement intérieur, je ne peux pas le déclarer conforme à la Constitution qui devrait régir notre pays, qui devrait régir encore le travail et le fonctionnement de cette Assemblée élue et dont les résultats je rappelle que les résultats des élections ont été proclamés par la même Cour constitutionnelle avec le visa de la Constitution de 92. Malgré ça, vous avez vu, malgré l'appel que la DMP a lancé, eh bien, cette Cour constitutionnelle a tout simplement validé ce règlement intérieur-là. C'est vrai que la question de la Cour constitutionnelle et les questions liées à la 4e ou à la 5e République, la nouvelle Constitution, sont des questions qui font débat, qui continuent pas à faire débat. Vous évoquiez tantôt le travail des institutions. Revenons à la HAC, mais quand la HAC prend la décision, la dernière concernant
Radio Victoire et Jean-Charles Agbetim, la RAC dit pointer du doigt une certaine légèreté, pour ne pas dire un manque de professionnalisme quelque part. Est-ce que vous faites la même lecture? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et l'opinion publique a relevé que votre confrère, plusieurs fois au cours de cet entretien, a essayé de redresser, de ramener son invité, et de faire en sorte qu'il ait un discours. On le sentait préoccupé même. Et d'aucuns ont remarqué que plusieurs fois, il le coupait, mais c'était quelqu'un qui agissait avec le sens de ses responsabilités. Non pas que la liberté de ton de l'invité soit condamnable. Attention, je ne condamne pas, parce que nous sommes en démocratie et on ne devrait pas censurer ceux qui s'expriment, surtout quand ils s'expriment sur des problèmes réels et qui disent les choses comme ils les ressentent. On ne devrait pas les censurer. On en arrive là parce que nous avons un problème. Nous ne sommes pas en démocratie. On veut étouffer la presse. Donc, votre collègue, votre confrère, il n'a pas à se culpabiliser. Il a fait son travail. Et d'ailleurs, ce que vous faites en général fait avancer, ça repousse les frontières de la dictature. C'est le combat que nous menons. Parce que nous tous, Togolais, nous avons fait le choix de vivre dans une société libre. Vous avez dit tantôt que dans cet entretien-là, vous avez senti à un moment donné que le journaliste était préoccupé par les suites qui éventuellement peuvent être données à cette émission-là. Est-ce que vous pensez finalement qu'après ce qui s'est passé, malgré les éventuelles précautions prises par le journaliste, nous allons de plus en plus nous autocensurer? Est-ce que vous pensez ça, que c'est ce qui va se généraliser? J'espère. C'est ce que l'ARAC veut. C'est ce que le régime veut. Mais j'espère qu'avec courage, vous allez continuer à travailler comme il faut. Vous le faites bien jusqu'à présent. Et vous rendez d'énormes services à ce pays. Et je voudrais faire observer que cette émission-là, qui a été suspendue, elle n'aborde pas que des problèmes politiques. Plusieurs fois, d'autres acteurs de l'administration, de différentes administrations, ont été reçus pour aborder des problèmes de santé, des problèmes économiques. Par exemple, même des gens de l'OTR sont reçus, divers acteurs de santé sont reçus, et c'est une émission extrêmement utile pour les Togolais. Mais voilà, pour faire plaisir au prince, pour servir le prince, eh bien, ceux qui doivent tout à ce régime se sont vus obligés de sévir. Selon vous, alors, et on n'a aucune admiration pour ces gens-là. Aucune. Vous parlez des gens de la RAC. Aucune. Oui, mais absolument. Oui, mais madame. Parce que nous pensons que pour que ce pays avance, il faut que les hommes et les femmes qui sont mis à des postes de responsabilité s'assument. Il faut qu'ils s'assument, qu'ils aient conscience qu'ils sont mis là
pour rendre service à la nation, pas pour plaire à des gens qui les ont placés là-bas. Et aussi longtemps que nous n'aurons pas des femmes et des hommes de cette qualité, eh bien, on aura du mal à avancer. On aura du mal à avancer. Je parlais tantôt d'autocensure et éventuellement de la peur, du stress. Est-ce que c'est des sentiments qui vont être également partagés par les acteurs qui sont intervenus, qui sont invités dans les médias? Est-ce que vous, par exemple, quand on vous invite, vous allez faire plus attention aux verbes, aux adjectifs, aux mots que vous allez utiliser pour qu'éventuellement vous ne créez pas de problème aux médias? Mais voyez-vous, ce qui est important, c'est qu'on dise la vérité et qu'on la dise avec les mots qu'il faut. Et je dois dire que ce qui s'est passé n'aura aucun impact sur mes prestations, sur les médias, parce que je me suis toujours considérée comme une femme libre, une femme engagée, entrée en politique pour transformer mon pays, et je ne peux le faire si je ne dis pas ce qui est. Je ne peux le faire si j'ai peur. Si j'ai peur, en ce moment, ce n'est plus la peine que je vienne sur les médias. Vous savez qu'il y a vous, c'est ce que je dis, vous savez qu'il y a vous, par exemple, vous n'avez pas peur, mais en même temps, il y a les médias, il y a le journaliste. C'est-à-dire que, est-ce que ça ne devient pas très difficile alors? Comment allier tout ça pour qu'après une émission, qu'il n'y ait pas de soucis? Bon, je pense que quand on est homme politique ou femme politique, on a aussi le sens des responsabilités. Et effectivement, quand on connaît le contexte, eh bien, on doit faire en sorte, non pas de passer à côté de ce qui est, mais de pouvoir dire ce qui est sans mettre en danger celui qu'on a devant. Mais est-ce que c'est normal? Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est normal qu'un journaliste soit sanctionné pour des propos tenus par un de ses invités? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en prend pas à l'invité? Surtout lorsque, dans ce cas précis, on a bien vu que, eh bien, l'invité s'est comporté, pas l'invité, le journaliste, s'est comporté de manière professionnelle. Alors pourquoi? C'est une sanction aussi qui est une sanction injuste, c'est-à-dire que c'est facile de se jeter sur le maillon le plus faible. Mais vous savez, madame, que par exemple, quand dans le code de la presse, les appels, les appels à la révolte, par exemple, à une insurrection, si vous commencez par le faire ici, je serai obligé soit de vous arrêter ou de faire arrêter l'émission. Est-ce qu'il y a eu un appel? Non, mais en fait, oui, je dis ça parce que... Vous parlez de manière générale, parce que... Vous donnez l'impression comme si... À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, de WhatsApp, TikTok, Twitter, Facebook et tout ça, est-ce que ce n'est pas illusoire? Illusoire de vouloir sanctionner un journaliste ou faire peur à un journaliste pour ça. Aujourd'hui, c'est évident, vous l'avez dit, j'ai comme l'impression que vous avez peur. Peut-être que vous réfléchirez par 2 fois avant de recevoir le même invité que celui qu'a reçu votre confrère. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils ne sont pas obligés de passer forcément par les médias nationaux togolais. On peut utiliser les réseaux sociaux pour se faire entendre. On peut enregistrer une vidéo, on peut faire des audios, on peut faire des messages sur Twitter ou Facebook. Donc, voyez-vous, ça fait un peu, à la limite, ça fait ringard, quoi.
ceux qui réagissent de la sorte, y compris les membres de la HAC, ils n'ont pas l'air de réaliser un peu qu'ils sont dans un monde où il y a la révolution des réseaux sociaux. Hein? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui dans le dernier des villages du Togo? Il y a toujours quelqu'un qui a un téléphone et qui peut accéder à des messages sur les réseaux sociaux qu'il partagera avec les membres du village. C'est clair aussi. C'est clair, ce que vous dites. Tout ça est dépassé. Ce que vous dites n'est pas faux. C'est perdu. Ce que vous dites n'est pas faux. On croit étouffer Madame, la liberté d'information et de presse, mais on étouffe. Ce que vous dites n'est pas faux, sauf que les radios, les télévisions ou les médias traditionnels restent les médias traditionnels avec le professionnalisme, un certain nombre de codes au contraire, oui, mais on n'a plus besoin de regarder. Vous n'avez plus besoin de nous. Prenez, non, on vous utilise, on vous aime bien parce que vous rendez d'énormes services. Prenez le cas des médias publics, les médias d'État. Tout récemment, on s'est plaint de ce que plus personne n'écoute la TVT. C'est justement parce qu'il y a trop de censure sur la TVT que la TVT est entièrement tournée vers le service d'un régime que les Togolais, mais ensuite les visiteurs du Togo n'ont aucun intérêt à regarder. Mais vous, personnellement, madame, mais vous, personnellement, c'est même contradictoire. Madame, vous, on se mêle. Madame, vous, personnellement, vous allez dire que vous ne regardez pas les médias publics, vous ne regardez pas, par exemple, la TVT, Radio Lomé, vous êtes députée, madame. Ben oui. Et alors, aujourd'hui, j'ai toutes les informations que je veux sur le Togo et des informations vraies, plus objectives ailleurs que sur les médias publics. Et ces médias publics-là, il faut, ce que nous demandons aussi, c'est qu'ils servent les intérêts des populations plutôt qu'un régime. Ces médias publics, pourquoi, par exemple, ce que les Togolais veulent aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils ne transmettraient pas en direct les débats à l'Assemblée nationale, où sont censés se trouver des représentants du peuple? Vous croyez que ça va se faire un jour? Et nous, on l'a demandé. Je l'ai demandé au nom de la DMP, mais on ne me l'a pas accordé. Mais c'est clair que... Pourquoi on s'étonne que les gens s'en désintéressent? Ce que vous dites là, c'est clair qu'un jour ça se ferait, puisque un ministre ou une ministre était ici récemment et qui nous a rassuré que c'est des demandes qui sont légitimes mais qui finiront par se réaliser. Ah, d'accord. Quand la poule aura poussé des dents, n'est-ce pas? Madame, on va clôturer le débat lié à Radio Victoire et à notre confrère Joachim Agbetim, mais un mot sur ce mouvement qui est dit mouvement de libération nationale, porté par deux anciens ministres et puis un nouvel Olympio, comme je l'ai dit tantôt. Un mot sur ce mouvement. Non, en tant que Togolais, les initiateurs du mouvement sont légitimes à le créer. Seulement, il faut faire en sorte que ce ne soit pas un mouvement de plus. Je suis, en tant que secrétaire général de la CDPA, mais aussi coordonnatrice de la DMP, nous sommes de ceux qui pensent que tous les efforts pour libérer ce pays doivent être fédérés. Nous devons fédérer nos efforts. Et même si fédérer, ça dépend. Il y a fédérer et fédérer. On peut fédérer en mettant ensemble tous les mouvements, si c'est possible. C'est ce qui est idéal. Mais à défaut de pouvoir le faire, au moins qu'on travaille de manière concertée. Moi, ce mouvement-là, qui a été initié et qui a pour ambition de fédérer les acteurs
de la diaspora. Pour moi qui suis à l'intérieur, je me dis, mais on a besoin d'un mouvement de ce genre. On a besoin que dans la diaspora, il y ait des acteurs qui s'organisent et qui seront nos partenaires. L'essentiel est qu'il y ait une division du travail entre ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'extérieur et qui pourraient s'occuper principalement du lobbying et de l'action diplomatique des forces du changement, ce qui est une des faiblesses de l'opposition à l'intérieur du pays. Donc, mais est-ce que c'est pas un mouvement de plus, tout simplement? Parce que c'est pas la première fois que les Togolais de la diaspora s'organisent. Je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend des initiateurs. Mais vous les connaissez. Vous les connaissez. De ne pas en faire un mouvement de plus. Et ils savent, ils écoutent les commentaires. Et je pense que ils sont, on peut dire sans se tromper que c'est des Togolais véritablement engagés, qui sont sincères quand ils disent qu'ils veulent libérer leur pays. Maintenant, il n'y a plus qu'à souhaiter qu'ils ne transforment pas ce mouvement en un mouvement de plus. Mais quand on parle de mouvement national de libération, dans certains milieux, ça fait peur. Parce que quand on regarde un peu l'histoire des mouvements dits de libération nationale, des mouvements qui font peur. À qui? Ça dépend de quel côté on se trouve. À qui vous pensez que ça fait peur? Mais à tout le monde. Non, moi, ça ne me fait pas du tout peur. Quand je les entends parler, je n'ai pas l'impression que ce mouvement constitue un danger pour moi ni pour l'immense majorité de Togolais qui veulent le changement. Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Eh bien, ce que je leur souhaite, c'est beaucoup de courage. Je leur souhaite une réussite, tout en ajoutant que pour que cela arrive, il ne faut pas que ce soit un mouvement de plus. Il faut que nous puissions travailler de manière concertée. Est-ce que tout cela en fait, est-ce que tout ce qui se passe depuis quelques mois maintenant, avec la nouvelle constitution, la 5e République, on a eu, touche pas à ma constitution, on a eu entre-temps un cadre de concertation mené par le professeur Gouéakou, et puis maintenant ce mouvement national de libération. Est-ce que c'est pas trop tout ça? Non, tout ça indique que les Togolais cherchent. Nous sommes nombreux à chercher les voies et moyens par lesquels nous sortirons d'affaire notre pays. Ça veut dire que nous avons pris conscience, beaucoup de Togolais ont pris conscience de ce que la situation, le Togo s'enlise, on dirait même, dans cette quête-là d'une société démocratique et capable de procurer le bien-être à ses citoyens. Notre pays s'enlise. Hein? Aujourd'hui, sur tous les plans, vous voyez, en raison de la gouvernance politique, économique et sociale, eh bien, les Togolais sont mal. Ils ne savent plus où donner de la tête. Ils ne savent pas manger à leur faim, ils ne savent pas se soigner, éduquer. Ils ne sont pas libres d'apporter leur contribution au développement de leur pays. C'est le signal que dans ce contexte-là, eh bien, chacun cherche à faire ce qu'il peut. Mais il faut que nous soyons intelligents pour ne pas pour qu'il n'y ait pas, on n'annihile pas
les fruits de nos efforts respectifs, qu'on ne se combatte pas, mais que tout ça soit articulé. Quand on vous écoute, oui, quand vous parlez d'efforts venant de vous, et quand on vous écoute, on a l'impression qu'en face, il n'y a pas d'effort qui se fait. C'est l'impression qu'on a. C'est un peu comme si le gouvernement ne fait pas d'effort. Oui. Il faut pas d'effort. Le Togolais, Vous savez ce que j'ai eu en face de moi là je le lis, hein, Oui. que le chef de l'État dote des formations sanitaires, d'équipements médicaux, de pointe d'une valeur de 19 milliards. 19 milliards de francs CFA. Et c'est vrai que c'est une information venant des proches du pouvoir. Et on enchaîne que c'est une initiative qui témoigne de la dynamique de modernisation du secteur sanitaire au Togo. Quelque part, sur le plan sanitaire, il ne s'agit pas de poser des actions ponctuelles. Il faut que tout ça s'inscrive dans une vision cohérente à partir de laquelle on planifierait les actions de manière à ce qu'on arrive à résoudre les problèmes qui se posent. Et il faut que tout ça soit fait dans un contexte de gouvernance qui soit rigoureuse, qui soit vertueuse. Oui, on a doté les formations sanitaires d'équipements qui coûtent un certain nombre de milliards. Est-ce que la question de la maintenance est résolue? Est-ce que les ressources humaines qui vont utiliser ces équipements-là et qui ont les problèmes que nous savons, est-ce qu'on a fait le minimum pour que ces ressources humaines-là puissent en faire un bon usage? D'abord, est-ce qu'on a formé, parce qu'il ne s'agit pas d'aller acheter des équipements pour lesquels, dès qu'ils tombent en panne, on ne sait pas les réparer, ou même qu'on ne sait même pas en prendre soin. Les ressources humaines ont été formées. Vous voyez, c'est trop facile hein, de prendre une action comme ça, posée de manière ponctuelle pour dire on fait des efforts. Ce n'est pas de ça. Oui, mais en fait, oui, mais même de manière globale, il n'y a pas très longtemps, on a lu de très belles choses sur l'IDH, l'indice de développement humain. Et le Togo était classé premier au niveau des pays du MOA. Ça, vous l'avez lu au moins. Voyez-vous, c'est les Togolais. On aurait dû demander aux Togolais de participer à l'évaluation qui va permettre ce classement-là. On en rit, mais c'est pour les Togolais qui vivent très mal au quotidien, qui ont des difficultés quotidiennes pour survivre. C'est comme si on se moquait d'eux en publiant ce genre de statistiques. Et c'est à peu près le même problème hein, que mon collègue sénégalais, Guy Marius Sagna, a posé la dernière fois. Quand il a posé la problématique de l'action que le programme des Nations Unies mène, quand à partir d'un rapport, rien qu'au titre du rapport, il a constaté que il a mis, comment dirais-je, en cause le thème de pauvreté qui est galvaudé. Comment des institutions qui travaillent depuis plusieurs années, qui sont censées aider à éliminer la pauvreté, comment ces institutions-là peuvent se permettre tous les ans, au fil des ans, de produire des rapports qui font état de la pauvreté. Ça veut dire que ce qu'elles font n'est pas efficace. Et c'est là qu'il a raison de parler d'appauvrissement. On a l'impression qu'il y a tout un système qui est mis en place et qui s'accommode de la pauvreté et qui contribue à appauvrir. Il a
interroger la responsabilité des chefs d'État, parce que c'est les premiers concernés. Quand dans une maison tout va mal, il faut interroger ceux qui dirigent la maison. Je ne veux pas parler de chef de famille parce que ça n'existe plus. Au Togo, c'est une direction collégiale. C'est d'abord à eux qu'il faut s'adresser, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. C'est tout le système qu'il faut questionner. Bien, merci. Visiblement, le député sénégalais fait des émules un peu partout sur le continent, notamment dans l'espace francophone. Si nous avons le temps, nous reviendrons sur la prestation de ces députés au Parlement de la CEDEAO et les réactions qui ont suivi cette prestation ou tout ce qui a été dit autour. Nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission comme ces deux traditions. Je rappelle que notre invité, c'est Mme Brigitte Adjamago Johnson. Les numéros 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Nous avons également quelques commentaires qui sont laissés sur nos réseaux sociaux. Et nous partagerons certains de ces commentaires avec notre invité dans un instant. Allô, bonjour. L'auditeur, j'espère qu'on va reprendre quelqu'un derrière cet auditeur qui patientait, qui était au bout du fil et qui finalement nous a lâché. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre? Allô, bonjour. Oui. Bonjour, Pelé. Comment vous allez? Oh, très bien. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, Pelé, le combattant infatigable. Oui, nous sommes au front. Monsieur Pierrot, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Ah, très bien. Bon, moi j'ai deux préoccupations. D'abord, la première préoccupation, on parle du Front Freedom Togo. Je voulais poser la première question à madame. Est-ce que c'est parce que le commandant Bokor a été interviewé sur Victoire FM et la chaîne et son émission sont fermées pour 3 mois. Est-ce que c'est le commandant Bokor en tant qu'un officier des armes qui a fait suite et que c'était arrivé comme ça, ou bien pour certains Togolais, le président Foy Yassindé, son cœur a balancé au Commonwealth et la France-Afrique, et l'Afrique, et la France s'est levée. Est-ce que c'est ça qui fait le problème? Deuxième préoccupation, madame, je pense que nous sommes aujourd'hui le dimanche le 4. La fois dernière, on a appris qu'on a renouvelé le contrat de madame Emeka Dogo. Maintenant, pour une transition, madame, vous êtes juriste. Qu'est-ce qu'on appelle une transition? Est-ce que toutes les institutions sont en période actuellement pour aller à une transition, ou bien les institutions en cours sont là et la transition aussi est là? Où se trouve la transition? Où se trouvent les institutions en place? Merci. Bien, merci pour les deux questions. La première partie de la question, c'est vrai que certains ont fait cette analyse-là en liant la personnalité du commandant François Akila Soboko, en liant cela aux sanctions qui ont suivi. Est-ce que vous faites la même lecture? Ben, ça a joué, la personnalité a certainement joué. Quand on connaît les antécédents de ce compatriote togolais qui, par le passé, a posé des actes qui n'ont pas certainement plu au régime, mais des actes qui étaient motivés par le désir de préserver les Togolais de violences mortelles qui ont pendant longtemps accompagné les élections. On se souvient, il y avait une psychose à la veille de ces élections-là pour lesquelles le commandant Bokor, tout en étant membre du gouvernement et en charge de la sécurité, a pris ses responsabilités en disant stop, stop, arrêtez. Donc cela a joué. Je pense sa personnalité a joué aussi, mais de manière générale, nous avons affaire à un régime qui est réfractaire à toute contradiction.
Non, mais en fait, vous faites de la... Non, mais depuis là, vous faites de la contradiction. Tout ce que vous dites ici, sans doute que... Oui, ça leur plaît pas. Oui, mais... Ça leur plaît pas. Et puis, c'est pas la première fois que vous dites ça, madame. On peut pas fermer tous les médias. Oui, c'est pas la première fois. Ce serait trop gros. Non, c'est pas la première fois. C'est malgré eux. Oui, là, c'est pas... Vous êtes en sursis. C'est pas la première fois que vous dites ça, madame. Oui. Oui, ça fait des années. Si, par exemple, tous les médias ne sont pas fermés depuis des années, vous ne pouvez pas déduire aussi que le régime en place est réfractaire. On supporte, parce que heureusement, on est dans un jeu où, pendant que eux ils résistent, nous, notre rôle, c'est de pousser, c'est de les pousser et gagner de plus. On va aller à la deuxième partie de la question. C'est ce que nous faisons. La deuxième partie de la question porte sur la nomination. C'est ce que... ou la reconduction, puisque certains parlent de reconduction, certains parlent de nomination, de Mme Victoire Toméga-Doubé au poste de Premier ministre pour conduire un gouvernement de transition. La question porte justement sur cette transition. Oui, moi, ce que j'observe, quand le régime parle de transition, il se réfère à l'article 95 de la Constitution qui est rejetée par l'immense majorité des Togolais, qui prévoit que les nouvelles institutions soient mises en place dans un délai d'1 mois. Et on peut en déduire que il y a une période de transition qui est ouverte au cours de laquelle ces institutions-là vont être mises en place progressivement. C'est ce qu'ils expliquent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que on ne peut pas parler d'une transition lorsque vous avez affaire à une institution à laquelle on a mis fin. Je vous rappelle que le 21 mai, l'ancien gouvernement a présenté sa démission avec Madame le Premier ministre en tête, et que cette démission-là a été acceptée. Et j'ai même remarqué que le communiqué qu'il annonçait disait que le chef de l'État félicitait Madame le Premier ministre et l'équipe pour ses efforts, et pour leurs efforts et pour le service rendu à la nation. Je me suis dit, tiens, c'est pas, lui n'est pas la place des Togolais. Je ne suis pas du tout de cet avis-là. C'est pas ce que les Togolais diraient de ce gouvernement. Mais n'empêche, on a mis fin à leurs fonctions et on les a renvoyés à gérer les affaires courantes. Bon, nous sommes en droit de nous attendre dans ce contexte précis où les tenants du régime eux-mêmes ont décrété une transition entre les anciennes institutions qui existaient et les nouvelles qui vont mettre en place. Ce à quoi on s'attend, c'est que ce soit les nouvelles institutions qui soient mises en place, mais pas à une remise en place d'une ancienne institution. Et c'est là que ça... C'est quoi l'ancienne institution? Ah ben, c'est le gouvernement auquel on a mis fin. On est en train de remettre en place un gouvernement avec à la tête du gouvernement un premier ministre comme sous la Constitution de 92. On remet la Constitution de 92 en place. Mais je crois que omnibulé par la volonté de se maintenir au pouvoir, eh bien, ce régime... Qu'est-ce qui aurait été dû faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire là? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ce qu'on aurait dû faire, une fois qu'on a mis fin à ce gouvernement-là, avec à sa tête un premier ministre, c'est d'aller, conformément à l'article 95 de la nouvelle Constitution, que nous contestons dans leur propre logique. Nous, on dit tant mieux. Hein. Tout ce cafouillage-là, ah ben, on applaudit. On applaudit parce que nous nous disons, ça c'est la preuve
qu'on fait du n'importe quoi. Et vous savez quoi? La question que je vais me poser est de savoir, maintenant qu'on a nommé un premier ministre, en se référant à la Constitution de 92, alors le premier ministre va se présenter alors devant l'Assemblée dont les rôles ont été calés sur la nouvelle Constitution de 2004, c'est-à-dire dans notre règlement intérieur, tel que ça a été adopté et que nous avons refusé de le voter. Vous parlez de 2004, Nulle part, vous parlez de il 2024. n'est question. Vous parlez de 2024? Oui, oui, le règlement intérieur de cette nouvelle Assemblée, il n'est pas question qu'on reçoive le Premier ministre pour écouter son programme d'action et nous prononcer là-dessus avant que le gouvernement ne commence à travailler. Comment ils vont faire? On va revoir... Pour vous, il y a beaucoup de questions. On va réviser il y a beaucoup de questions. Le règlement intérieur. Donc pour vous, madame, on se prend les pieds dans le tapis. Selon madame, on va au téléphone. On va au téléphone carrément, puisque vous avez été très long dans le développement. Allô? Allô? L'auditeur qui était là, qui passe peut-être depuis, j'espère que finalement. Allô? Oui, bonjour. Oui, Basile, vous êtes à l'antenne. Votre question, Basile. Moi, je voudrais vous proposer, ou bien vous allez prendre toutes nos questions et puis faire face à l'invité. Madame, Basile, posez votre question, s'il vous plaît. Là, maintenant, moi, j'ai beaucoup de préoccupations, mais comme j'ai attendu longtemps, bon, moi, je veux demander à madame, elle doit être juriste, je crois, quand les Togolais, les hommes politiques togolais veulent procéder contre cette constitution, ils parlent que c'est une assemblée qui n'est plus pas légitime ou bien quelque chose comme ça, parce qu'ils ont fini leur truc. Est-ce que c'est ça qu'on doit prendre pour épingler cette constitution, ou bien c'est le fait que certains systèmes ne peuvent pas changer la constitution du Togo? Parce que moi je vois qu'on fait le jeu du pouvoir. Quand on dit ça, c'est eux qui sont au pouvoir et ils disent que non, nous, l'Assemblée, même si la durée de salaire s'est passée, comme ils sont apportés sur le fait. Moi je pense que non, c'est ça là, je suis très confus quand je les entends parler en ces termes. De manière dithyrambique, il y a des confrères qui confondent révision, il y a révision quoi là, modification, hein. Le gars fait, comme à leur habitude, tout à fait de convaincre les autres confrères qui 45 de la fois passée, que non, pourquoi... Basile, finalement, vous n'avez pas de question. Oui, posez votre question, s'il vous plaît. Bien, merci, madame. Non, merci, chers compatriotes. Moi, je pense que le reproche fondamental et qui est l'argument aussi de notre combat contre cette constitution, c'est que le changement constitutionnel s'est fait de manière illégale, on va dire, mais même anticonstitutionnelle. On a violé les règles de la Constitution telles que prévues. Et on a violé le principe fondamental en droit qui veut que un acte de cette importance ne puisse être posé sans que le peuple n'ait à se prononcer. C'est évident qu'on a voulu éviter un référendum. Si tant est qu'on veut changer de constitution, il n'appartient pas
au gouvernement en place de décider de changer de constitution. C'est le peuple qui doit être interrogé pour qu'il se prononce sur cette constitution-là. Et c'est ce que nous avons toujours fait par le passé. Donc je suis d'accord avec Basile, notre compatriote, que c'est le reproche fondamental, c'est l'argument fondamental qu'on doit utiliser. Mais au regard de l'actualité, on vient relever aussi les contradictions de ce régime qui viennent du fait qu'il n'a pas voulu faire les choses selon les normes, il a voulu faire les choses dans la précipitation, il a voulu faire un coup d'État constitutionnel. Mais qui? Et lui-même, le régime, les tenants du régime. Ils veulent faire un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État constitutionnel qu'ils ont voulu faire et qu'ils ont fait et qu'ils veulent finaliser en imposant cette constitution de 2024. Mais il appartient au peuple de dire non, on n'en veut pas. Est-ce que vous avez l'impression, madame, vous parlez tout le temps du peuple, est-ce que vous avez l'impression que le peuple se préoccupe même de cette constitution? Puisque depuis qu'on vous écoute, ou depuis qu'on écoute un certain nombre d'opposants à la nouvelle constitution, ils font référence au peuple togolais. Mais visiblement, on a l'impression que le peuple togolais, ça préoccupe visiblement pas. Pourquoi vous dites ça? Moi, je n'ai pas cette impression. Le peuple comprend très bien le grand mépris à son égard que constitue le fait qu'un beau matin, il se lève et qu'on lui dise « Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de choisir celui qui va diriger ce pays. » Vous pensez que c'est une petite affaire? Vous pensez que les Togolais n'y tiennent pas? Qu'on ait décidé comme ça de supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel direct? Vous vous trompez. Et les Togolais comprennent très bien qu'il y a un lien entre la question politique et leurs conditions de vie au quotidien. Ils comprennent que les gens qui se maintiennent contre leur volonté à la tête de l'État sont responsables de leurs problèmes au quotidien. À propos de cette constitution, vous avez prévu faire une manifestation sous forme de sit-in devant le vendredi 9 août prochain. Le vendredi 9 août. Mais racontez-nous un peu comment cette idée est venue, parce que les sit-in, ce n'est pas dans les habitudes au Togo quand même. Oui, mais c'est une forme de manifestation aussi. C'est une façon de dire qu'on n'est pas. Mais qui vont faire le sit-in? Eh bien, ce sera un sit-in des responsables de partis politiques et d'organisations de la société civile qui contestent cette élection de 2024 et qui vont cette constitution, cette élection, cette constitution. Et c'est une action symbolique. C'est pour ça que le lieu qui a été choisi, c'est la Cour constitutionnelle, qui est garante de l'application de la Constitution, mais qui n'a pas joué son rôle, qui a été complice de ce coup d'État. Bien, merci. Un autre auditeur, le troisième. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Zéro. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? C'est Abdel. Abdel, comment vous allez? Je veux bien. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, Abdel. J'aimerais m'adresser à Madame Adjamako. Elle vous écoute. N'est-ce pas elle-même qui a transformé les élections législatives et régionales passées en un référendum? Est-ce que c'est le peuple qui leur a demandé de transformer cette élection en un référendum? Non, ce sont eux, n'est-ce pas? Alors, à l'issue de ce référendum, il y a eu un nom qui a été voté massivement, qui a permis au parti Union pour la République de prendre la majorité à l'Assemblée nationale. Résultat, issu desquels elle siège actuellement à l'Assemblée nationale. Pourquoi elle ne démissionne pas comme les autres?
Non. Vous savez, ce débat est dépassé. Nous devons voir l'avenir avec beaucoup de perspectives et faire en sorte que, si vous estimez que la nouvelle constitution à un certain niveau a des zones d'ombre, vous faites les démarches pour en participer et parfaire le document. Je l'avais dit bien avant tout ce qui s'est passé, que l'opposition, son rôle actuel, c'est de faire en sorte de parfaire le document. Le gouvernement les a appelés, fallait aller. Aujourd'hui, vous contestez tout, vous contestez les articles. Vous ne dites plus que, bon, ok, on ne veut plus la constitution réelle, mais vous contestez les articles. Vous voyez, c'est l'incohérence dont souffre notre opposition et qui fait en sorte que, bon, il n'y a plus de confiance en elle. Bien, merci. Abdel, merci pour votre intervention. Et 2 points essentiels. La fin, quand il dit qu'il faudrait parfaire le document, comment est-ce que vous comprenez ça? Ah ben, je le prends, je me dis, c'est quelqu'un qui a du culot. Il a beaucoup de culot de pouvoir dire que il suffit en une nuit de mettre le peuple devant le fait accompli en adoptant une nouvelle constitution, en changeant le régime pour pouvoir dire au peuple, maintenant, vous êtes devant le fait accompli. Vous n'avez plus d'autre choix. À la limite, si vous voulez, il faut parfaire le document. Et je me demande si c'est aussi un problème de culture que mon compatriote vienne parler de cette histoire de référendum qui aurait été institué par l'opposition. Depuis quand ces élections-là ont été un référendum? À sa place, je n'oserais même pas dire que le régime uni a remporté les élections. Ça veut dire qu'il n'y a plus de conscience, hein, dans ce pays-là. Les gens, après ce à quoi on a assisté et qui est répréhensible à tous les égards, politiquement, juridiquement, moralement, qu'on ait le culot de s'asseoir, de prendre la parole pour dire on a gagné, mais voyez-vous, c'est dommage. C'est dommage parce que oui, on ne fait pas de débat dans ce pays. C'est très facile. Je ne peux pas débattre avec lui. Oui, mais devant un débat, eh ben, je me demande s'il aurait eu le courage. Vous parlez de culot, madame, mais je le trouve vraiment culot. Oui, mais maintenant, attendez. Et méprisant. Attendez que je finisse ma question. Vous parlez de culot, mais madame, est-ce que ce n'est pas sa position? Puisque les résultats officiels donnés par les organisateurs des élections, les résultats officiels ont été clairs. Les résultats ont été clairs? Mais la manière dont les élections se sont déroulées aussi, cette manière-là a été claire pour tout le monde. Et il aurait fallu qu'on en tienne compte pour ne pas donner ces résultats. Et c'est clair aussi pour tout le monde la manière dont la Cour constitutionnelle n'a pas voulu examiner les recours qui ont été faits dans des cas flagrants de fraude, où on a décrété une fin de non-recevoir, on a tout balayé et on a proclamé des résultats qui ne sont pas conformes à la réalité. Donc, je trouve que c'est même de la provocation. Oui, la dernière partie de la question. Mais alors, madame, la dernière partie de la question. Notre compatriote, ce qui se passe aujourd'hui là, que nous allons rester comme ça jusqu'à la fin. Hein. Vous avez suffisamment répondu à... Qu'il le veuille ou pas, le Togo évoluera. Bien, merci. Nous, le Togo deviendra une... Madame, il est difficile de vous poser alors des questions là. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, visiblement, je ne sais pas si c'est la colère, mais en fait, par rapport à l'intervention d'Abdel... Des fois, il faut savoir se mettre en colère. Il a parlé de démission, puisque certains des acteurs qui ont été élus à l'Assemblée nationale n'ont pas voulu
y être notamment Jean-Pierre Fabre de l'ANC ou encore Maître Dodi Apevon. Oui. Quand il parle de démission, je ne sais pas s'il veut lier votre sort à... Oui, si j'avais démissionné, si j'avais refusé, si la DMP avait refusé que sa seule élue siège, eh bien, nous n'aurions pas été en mesure de dénoncer ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée, de dire ce que le peuple aurait souhaité, de voter contre ce règlement intérieur, de voter, et notre ligne, ce sera de voter contre tout ce qui se fait dans le sens de l'application de la Ve République. Nous dénoncerons, nous serons leur mauvaise conscience, nous porterons la voix du peuple et ils nous entendront tout le temps. Bien, merci. Merci, on va au téléphone. Allô? Oui, c'est Pelé qui revient. Oui, Pelé, allez-y. Je pense que au Togo, on va commencer par écrire une constitution pour aussi des tarés. Hein. On parle qu'il faut aller au référendum. C'est quoi? C'est devant le peuple. Il faut aller à une rubrique, c'est devant le peuple. Si on bat à une élection et les résultats sortent, on dit que oui, c'est le résultat du référendum. Je suis désolé pour mon prédécesseur après. Monsieur Pierrot, je pense qu'une grande majorité du peuple aujourd'hui demande que dimanche prochain, est-ce que Pyramide FM peut inviter le commandant Akila Boko? Non, mais en fait, il y a une réalité. Quand, par exemple, vous avez un invité au téléphone, ce qui s'est passé à Radio Victoire, quand vous avez un invité au téléphone durant 1h30, d'abord, techniquement, c'est très compliqué. Et quand vous l'avez au téléphone, vous le regardez pas. Vous avez des difficultés à le contrôler. Oui, madame est devant moi, là. Oui, et puis on n'a jamais organisé une émission avec quelqu'un au téléphone durant 1h30. Techniquement, moi, je l'imagine même pas, quoi. Ah oui, non, là, c'est exception. Donc, il faut le faire. Là, le peuple demande maintenant, dimanche prochain, il faut inviter. Mais que dimanche prochain, on invite Akila et Soboko. Pelé, c'est fini? Ouais, non, c'est justement pour la... Vous êtes dans le mauvais drap. C'est fini? Oui, ça va. Ok, c'est noté. Votre question est notée. Nous allons faire l'invitation. C'est ce qu'il demande. Ah ben, il a raison. Le peuple a raison. On ne devrait pas exclure. Hein, mais est-ce qu'il ne s'est pas suffisamment exprimé à Radio Victoire? Ah ben, peut-être qu'il a encore... Certainement, c'est pas peut-être, il a certainement des choses à dire. Ok, c'est noté. Ça demande aussi est consigné. Est-ce qu'on a un autre auditeur? Allô? Allô? Oui. Bonjour. C'est Rémi de Piquet. Rémi. Oui. Ok, ouais. Allez-y. C'est pour féliciter madame pour tous les efforts qu'ils font dans la vie. Les féliciter et de tenir bon. L'avenir serait grandiose. Merci et bon. Bien, merci Rémi de nous avoir appelé depuis Tchévier. C'est juste pour adresser vos félicitations à madame. Merci beaucoup, cher Il y a un auditeur qui dit qu'il faudrait que je vous laisse aller au bout de vos idées, sauf que quand vous prenez la parole, les développements sont assez longs et que je suis obligé par moment d'intervenir. Cher ami Edgar Koudéa, si je laissais madame tout le temps, en fait, à une seule question, ça va être compliqué. Donc, il faut de temps en temps que j'intervienne pour recadrer ou pour éventuellement couper. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Gérard. Gérard, comment vous allez? Je vais bien. Salut, madame. Bonjour, chers compatriotes. Alors, d'abord une précision. Je lui demande humblement de nous expliquer avec des exemples à l'appui on n'appelle pas la gestion des affaires courantes. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième préoccupation, je l'encourage à tenir bon comme mon professeur l'a dit, parce que dans cette population, d'abord, je rappelle que le Togo est formé d'une pluralité. Donc, il y a quelqu'un là, leurs réactions, des fois, on se demande si vraiment ils sont dans ce pays et ils veulent l'évolution de ce pays-là. Sinon, comment
on a l'impression qu'on peut encourager l'opposition à se diviser quand d'autres refusent de siéger. Et il y a une courageuse qui laisse tout engagement personnel et décide de siéger à l'Assemblée pour l'évolution du peuple, pour représenter vraiment le peuple. Certains éléments qui cautionnent les dérives du pouvoir viennent encore essayer de dénigrer cette dame-là. Donc, moi, je l'invite à tenir bon. Ma deuxième question. Et vous savez... Mais vous avez posé une première question déjà à propos des affaires courantes. Oui, bon, ma deuxième réaction, c'était pour préciser cela. Ma deuxième question, depuis que nous sommes, après la proclamation des résultats, et que le Togo est dans cet état, bon, quelles sont les propositions qu'elle peut faire à l'Assemblée? Et pour finir, je lui demande qu'elle demande à chaque fois à l'Assemblée de faire les comptes des impôts, des taxes, des TVA, pour qu'à chaque fois, à chaque année, qu'on précise, ok, les impôts des Togolais, c'est combien, qu'est-ce que c'est pas ce qu'on a fait? Depuis que moi je suis né, je n'ai jamais appris ça au Togo depuis une trentaine d'années. Bien, merci Gérard, merci pour votre intervention, madame. Rapidement. Non, le compatriote, je voudrais d'abord le remercier. Je dis qu'il a raison de chercher à mieux comprendre la notion de gestion des affaires courantes. C'est exactement ce que le secrétaire général du gouvernement a fait circuler auprès des membres du gouvernement, malheureusement, à quelques jours de la nomination d'un nouveau gouvernement, après 2 mois de gestion courante. On a renvoyé les gens à une gestion courante sans leur avoir spécifié ce que ça voulait dire exactement. Ça veut dire que vous gérez ce qui est en cours. Vous n'ouvrez aucun nouveau dossier. Vous ne pouvez prendre aucun engagement. Comme tout ne peut pas être stoppé, eh bien, ce qui est déjà engagé, on continue de gérer. On ne peut rien faire de nouveau. Même si la situation est exceptionnelle? Mais même si la situation est exceptionnelle? Mais si la situation est exceptionnelle, en tout cas, il n'appartiendra pas à ceux qui sont soumis à ce régime-là de gestion courante de prendre action. Ils doivent se référer à la hiérarchie pour que, s'il y a quelque chose à faire, éventuellement de manière exceptionnelle, on le fasse. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette notion de gestion des affaires courantes-là, on l'applique uniquement au gouvernement, mais on accepte que l'Assemblée nationale, qui était en fin de mandat, puisse poser un acte aussi grave que le changement de constitution. La preuve, c'est dans la nouvelle constitution qu'on vient de mettre qu'il reste à l'Assemblée nationale avec leur plein pouvoir. Pourquoi on le précise maintenant? On le précise maintenant parce qu'on est conscient de ce que cette Assemblée avait outrepassé ses compétences, ses pouvoirs, et ce qui donne lieu à des critiques. Vous voyez, ce pays-là. Non, mais en fait, madame, vous avez expliqué, on a compris, l'auditeur a compris. La deuxième partie de la question. Oui. C'est ce que vous pouvez faire à l'Assemblée nationale. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez faire quelque chose? Ce que je peux faire. Mais oui, c'est une question que les gens se posent. Ils sont 108. Ils sont 108. Ils sont 108. Mais il ne faut pas leur faciliter la tâche. On peut empêcher des choses. On peut empêcher des choses. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un, un compatriote, la dernière fois, qui me disait, madame, je voudrais vous féliciter parce que pour cette décision que vous avez prise de rester là. Et comme je ne connaissais pas la position de cette personne vis-à-vis de ce combat que nous menons, j'ai réagi tout de suite en disant, attention, vous ne me félicitez pas pour que j'accompagne un régime. C'est dans le téléphone? Non, non. Dans des discussions, je l'ai rencontré quelque part en ville et il m'explique, il me dit, mais non, madame, vous savez, moi, dans mon village, on dit que quand il y a du poisson quelque part dans une forêt, là, et qu'on craint
que les gens aillent manger tout le poisson là. Hein? On leur dit, il y a un crocodile là-bas. Madame, vous serez le crocodile là-bas. Vous pouvez empêcher des choses. Et j'ai tellement ri, j'ai trouvé que c'est une image qui est parlante et qui dit tout et qui montre qu'il faut aller à l'Assemblée nationale et qu'on peut être seul et mener des combats. Nous avons l'exemple de ce que notre confrère, notre collègue sénégalais, le travail salutaire qu'il est en train de faire en ce moment à l'Assemblée, au Parlement de la CEDEAO. On peut être seul et contribuer à des choses. Maintenant, comment? C'est avec les Togolais. C'est avec les Togolais. Il s'agira de dire, de rappeler à l'ordre ceux qui se croient autorisés à agir contre les intérêts des Togolais. Il s'agira de leur rappeler précisément dans ce contexte-là où on veut appliquer une constitution qui est contestée, que ce n'est pas ce que le Togolais veut. Mais il s'agira aussi de voir avec les Togolais quels sont leurs besoins, parce que pendant qu'on mène le combat politique, eh bien, il faut que les Togolais survivent aussi. Et donc, c'est en proximité avec ces Togolais que j'entends recueillir les besoins les plus pressants et voir comment les faire ressortir et emmener ceux qui sont là, qui ne pensent pas forcément, qui sont là pour le peuple, pour changer le quotidien du peuple, à aller dans ce sens. Mais ils ne sont pas là avec vous à l'Assemblée, vous êtes seul là-bas, madame. Oui, oui. Mais justement, quand on est seul là, quand on est seul, oui. Quel sentiment on a quand on se retrouve? Parce que les images... ça accroît votre responsabilité. Parce que quand on vous voit là, vous êtes quelque part seul. Oui, ça accroît votre responsabilité. Et quand je regarde les autres, je les regarde avec les yeux des 8 millions et quelques de Togolais. Je suis les yeux des Togolais qui observent ce qui se passe et qui, en temps opportun, dit non, voilà ce que les Togolais veulent. C'est vrai qu'on vous voit quelque part là, mais il y a aussi deux autres députés qui sont déjà dit. Eux, ils sont où dans cette salle? Ben, on est dans la même rangée. Oui, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas côte à côte? Parce qu'on ne nous a pas placés côte à côte. On ne nous a pas placés côte à côte. On est assis là où on nous a placés. Oui, maintenant, dans la même rangée. Oui, mais maintenant, quand on regarde, vous n'êtes pas intimidé par tout. Je ne vais pas parler de foule quand même. Quand on a plus d'une centaine de députés quelque part là qui représentent un parti et que vous la seule quelque part, est-ce que vous n'êtes pas intimidé? Comment pouvez-vous être intimidé quand vous êtes motivé par votre sens de responsabilité vis-à-vis de 8 millions et plus de Togolais? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'intimiderait? C'est dire alors que les Togolais sont intimidés par les 108 représentants, entre guillemets, ce qui ne peut pas se faire. J'avais prévu qu'on parle un peu de cette expérience, qui est une expérience nouvelle pour vous, député à l'Assemblée nationale, et beaucoup se demandent qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Là, vous êtes en train de nous dire que vous allez faire beaucoup de choses. C'est vrai qu'on vous a vu, soit vous vous abstenez ou vous votez contre. Mais quelle est la symbolique? Qu'est-ce que ça va finalement apporter? Qu'est-ce que ça va changer? C'est la question que les gens se posent. Ça va empêcher, ça va servir à préserver le maximum de poissons dans l'image là que mon compatriote m'a donné et de laisser du poisson pour tout le monde. J'ai des commentaires là. Il y a, parmi les commentaires, il y a le commentaire de Deo Gracia Dravi. C'est en début d'émission quand nous évoquions les médias. Et il dit, madame, vous défendez quoi si vous ne regardez pas les choses officielles? Puisqu'on parlait de la TVT, on parlait de radio, mais ou du moins c'est les médias officiels. Et il dit, comment les combattre si vous ne vous informez pas sur ce qu'ils disent, pensent et font? Je m'informe
Et des fois, quand je veux regarder la manière dont une nouvelle a été présentée sur TVT, aujourd'hui, on peut aller sur YouTube. On n'est pas obligé de s'asseoir à 20 heures tous les jours devant son poste à l'heure du journal. Et donc, je ne suis pas obligé de consommer uniquement le narratif qu'on me sert à la TVT. J'ai le choix. Et d'autres médias aussi rendent compte de ce qui se passe au Togo. Peut-être que ce que le compatriote dit, quand vous ne prenez pas connaissance de la manière dont on rapporte exactement comment vous pouvez combattre. Oui, quand il y a pour certains événements importants, oui, il y a YouTube. Je vais sur la TVT. Il y a un commentaire qui me fait sourire ici. Oui. Sans doute que vous allez sourire également. Et c'est le commentaire de Faux Kofi Ivre. Il dit Pelé a fait mon dimanche avec sa demande au nom du peuple. Et dans tous les cas, il n'y a pas que Boko qui constitue le mouvement récemment. Mais si avec lui, ça ne va pas, que le DG essaie avec les deux autres membres. Ok, nous allons essayer avec les deux autres membres. Maintenant, il nous reste 2 minutes. Et cette semaine, on a encore reparlé de la femme africaine parce que c'était le 31 juillet. Et puis aussi, il y avait eu le 29 juillet, il y a eu les souvenirs liés à la mort de Tavio Amorin. Entre les deux, je souhaiterais que vous dites quelque chose, si c'est Tavio Amorin ou si c'est le 31 juillet. Tavio Amorin, les deux sont importants. Tavio Amorin on n'a pas beaucoup de temps, donc vous allez être bref. Continuez à nous inspirer. Nous savons avec quelle conviction il a combattu et il faut poursuivre ce combat-là, ne serait-ce qu'en sa mémoire, pour que sa mort ne soit pas vaine. En ce qui concerne la journée de la femme africaine, j'aimerais tout simplement dire qu'il est temps. Il est temps que, on arrête d'instrumentaliser la participation politique des femmes, qu'on se serve des femmes contre les intérêts des populations. Et je voudrais dire qu'il est temps aussi qu'on traite vraiment la souffrance des femmes plutôt que de les instrumentaliser en leur donnant des miettes par-ci et par-là, sans pouvoir améliorer véritablement leurs conditions de vie. Et j'aimerais terminer en exprimant mes inquiétudes et celles de mes compatriotes togolais sur les questions sécuritaires auxquelles nous sommes confrontés. M'indigner du fait que des compatriotes meurent tout le temps sur le champ de bataille et soient enterrés comme des anonymes, qu'il n'ait pas droit à un hommage national. Et demander que les moyens soient déployés vraiment pour protéger à la fois les populations civiles et donner des moyens modernes à ceux qui se dévouent pour nous défendre contre le terrorisme, contre cette guerre qu'on nous a imposée. Bien, merci. C'est une belle conclusion. Sans doute qu'elle fera chaud au cœur de ceux qui défendent la République et qui sont engagés, notamment sur le fronton nord du Togo, contre les terroristes ou les djihadistes. Cette émission, elle s'achève. Merci à Romaric Fetas pour la mise en onde technique. Merci, madame, d'être venue. Je suis Pierrot Atiogbe. Au revoir.